grandes voix, une proposition des archives de la RTS. Moi, je suis convaincu qu'on a été quelque chose avant de naître et qu'on sera quelque chose après mourir. Qu'est-ce qu'on a été, qu'est-ce qu'on sera, je ne le sais pas. Mais je suis sûr qu'on a été quelque chose et qu'on sera quelque chose après. Moi, je pense que la vie, c'est un fragment de quelque chose de mystérieux, mais c'est un fragment, ce n'est pas un tout. Ça n'a pas commencé dans cet univers, ça ne finit pas dans cet univers. Alors, dans mon roman, les êtres peuvent mourir sans sortir du corps et rentrer dans le corps des autres. Les grandes voix donnent la parole à Alexandro Jodorowsky. Réalisateur et scénariste de bande dessinée, Jodorowsky est un personnage haut en couleur. En 1984, Jacques Beaufort le reçoit dans l'émission Profil pour parler de son livre intitulé « Le paradis des perroquets ». Ce roman, qui a reçu le Grand Prix de l'humour noir, sert de point de départ pour aborder toutes sortes de sujets. Ses souvenirs d'enfance au Chili, où se situe l'action, le tarot qu'il enseigne et intègre dans ses œuvres, le surréalisme qu'il a délaissé pour créer le groupe Panique, ou encore le fantastique, qu'il considère comme le langage de l'inconscient. Un entretien diffusé le 1er novembre 1984. Et c'est à l'humoriste Jean-Charles Simon que revient le mot de la fin. Plus c'est fou, plus c'est incompréhensible, plus c'est du Jodorowsky. Alexandro Jodorowsky, vous avez réalisé plusieurs films, parmi lesquels La Montagne Sacrée, dont on a beaucoup parlé. Vous êtes également scénariste de bande dessinée, écrivain. Avec Topor et Arrabal, vous êtes l'un des créateurs du groupe Panique. Et vous aimez vous définir, si j'en crois le texte qui se trouve en 4e de couverture de votre dernier livre, un roman intitulé Le paradis des perroquets, qui vous a d'ailleurs valu le Grand Prix de l'humour noir 1984. Vous aimez donc vous définir comme un animal étrange au nez crochu et à la peau blanche. Alors pourquoi cette étrange définition? Bien, est-ce que mes parents étaient immigrants, venaient de la Russie, au Chili, et je suis né dans un petit village de 2000 personnes, et tout le monde était des peaux très obscures, il pleuvait une fois par année, alors moi j'étais un animal étrange, nez crochu, peau blanche, l'unique qui était là. Alors j'étais discriminé par ma couleur blanche, disons. Vous êtes chilien et vous êtes resté chilien, mais quand avez-vous quitté le Chili? En 1953, je ne suis plus jamais retourné, pas parce que je n'aimais pas, sinon au contraire parce que j'aimais beaucoup et je voulais pas avoir des racines. Mais que représente le Chili pour vous aujourd'hui? Pour moi, c'est mon tombeau. Disons, le Chili, c'est mon tombeau de lequel je me suis échappé. C'est la racine, mon état fétal, tellurique. Les points, la porte où je suis rentré dans cet univers, dans cette incarnation respectable, mais quand même au commencement, pas à la fin. Et vous vous sentez en exil parfois, loin du Chili? Non, parce que je suis très près de la planète. Je ne me sens pas en exil quand je suis dans la planète Terre, je ne suis pas en exil. Je serais en exil si je rentrais de nouveau dans les lieux de ma naissance. Je me couperais du monde. Mais ça veut dire quoi, je suis près de la planète Terre? Une fois, j'avais un petit jardin, il y avait des arbres qui poussaient, cyprès, je me suis dit, le bon mon cyprès. Et après je me suis dit, cette cyprès ne pousse pas dans mon jardin, il pousse dans la planète Terre. Alors, je pense que moi, je ne pousse pas dans un lieu précis, sinon que je suis un exemplaire de la planète Terre. Je ne suis pas un apatride, sinon que je suis un panpatride. Au lieu de ne pas avoir de passeport, je voudrais avoir 400 passeports. Mais vous avez situé l'action de votre roman, donc de ce roman dont je viens de citer le titre, Le paradis des perroquets, vous avez cité l'action donc de ce roman au Chili. Ça n'est quand même pas un hasard. Non, parce que c'était l'époque où j'ai sorti, c'est entre les années 40 et 50. En les années 40 ou 50, le Chili c'était vraiment un paradis d'ivrogne. Parce que c'était hors du monde, entre la cordillère, entre les montagnes et la mer. À partir de 6 heures, tout le monde finissait de travailler et tous les Chiliens se saoulaient. La ville était tout le monde, tout valsait, tout faisait des S, les autobus, tout ça, et c'était une fête continuelle. Mais vous souvenez, vous, de choses très particulières de ce Chili d'alors? Mais bien sûr. Car vous étiez jeune. Oui, pas tellement, j'avais 20 ans, 18, 20, 21, et j'étais parfois 22 à l'université, mais je me rappelle que dans les fêtes, sous la table, je me trouvais avec mon professeur de philosophie, sous la table, en train de regarder les jambes des danseuses, par exemple, avec mon professeur de philosophie. Alors, c'était un pays qui vivait une fête éternelle. C'était la folie. Mais quel souvenir d'enfance avez-vous gardé?
souvenir d'enfance. Mais c'était le souvenir de la pluie, une fois par année, des souvenirs importants. Il pleuvait 2 fois par année, c'est tout. 2 jours, une fois par année, 2 jours. C'était un déluge. Et après la terre sèche, jetait des fleurs merveilleuses, comme ça, c'était un don merveilleux, voir pousser ces fleurs nouvelles qui duraient qu'une semaine après c'était calciné de nouveau. Et l'autre chose, c'est que mon père était pompier. Il travaillait, alors, j'allais à Sandy avec lui. Il y avait une colonie chinoise importante. Et mon père a fait un bal chez les pompiers pour la colonie chinoise. Il a devenu ami de la colonie chinoise. Et un jour, j'ai eu un urticaire terrible, une urticaire, moi, enfant. Alors, il est venu un médecin de la colonie chinoise, parce que les médecins normaux ne pouvaient pas me soigner. On dit que j'allais mourir. Et au bout de 3 ou 4 heures, j'étais complètement soigné. J'ai pris contact avec la médecine chinoise, avec l'ésotérisme chinois, là, au nord du Chili. Ça m'a bien marqué quand même. Est-ce que c'est au Chili aussi que vous avez appris à tirer les tarots? Car je crois que vous êtes professeur de tarot, vous connaissez très bien les tarots. Il y a 30 ans que je fais ça, il y a des groupes de tarot, même en Suisse. Vous venez à Genève régulièrement d'ailleurs, oui, pour donner des cours de tarot, je crois. Stages, oui, je fais des stages, on apprend les tarots de Marseille. Au Chili, je n'ai pas appris les tarots, mais j'ai pris contact, il y avait une dame, on disait qu'elle était folle, moi je trouve qu'elle était géniale, qui avait inventé un tarot et elle vivait à côté du parc forestal, c'est un parc, et nous, la nuit à 3 heures du matin, les adolescents qui on se couchait très tard, on avait faim et on allait chez elle. Alors elle avait un appartement et elle avait 60 ans, mais vivait avec un garçon très jeune de 18, il avait toujours une soupe là. Alors elle était dans le lit avec son jeune amant et il y avait la soupe et toujours on trouvait une soupe et une lecture du tarot à 4 heures du matin. Alors je le trouvais génial, c'était un être qui savait recevoir, c'était un être ouvert, jamais pris dans ma vie, je revis ça. Une femme qui est comme ça et qui ouvre ses portes à tous les adolescents et on va avoir une soupe la nuit. Et c'est elle qui vous a donné envie ensuite d'apprendre les tarots? Oui, parce que comme j'avais une soif d'être aimé, des problèmes émotionnels forts, quand j'ai vu cette cœur ouvert, j'ai compris ce que c'était aimer, ça veut dire donner. Et à partir de ce moment-là, j'ai identifié aimer, donner et tarot. Les tarots, pour vous, c'est quoi? C'est une manière, justement, d'aimer? C'est une manière de vous exprimer? Ou c'est une manière de recevoir aussi? On peut le définir comme un art. C'est un art. C'est qu'une poésie, c'est un langage. Les tarots, c'est pas, quand je parle de tarot, je parle pas comme les voyantes. Les voyantes utilisent un tarot pour voir le futur, pour inventer des choses, pour faire des projections. Non, pour moi, c'est un langage comme le français ou l'allemand, c'est un langage intuitif. Les cartes, ce sont des dessins. Chaque carte, c'est comme une lettre. Après, on lit un mot. Après, on lit une phrase. Après, on lit un poème, une chanson dedans. Alors, on peut voir le présent d'une personne, on peut voir son passé, on peut voir un choix difficile qu'on a à faire. Le tarot peut nous dire clairement ce que l'inconscient veut. Parce que dans un choix, on veut toujours quelque chose plus que l'autre. Alors, d'une façon foudroyante, on peut savoir ce qu'on veut à travers le tarot et ce qu'on ne veut pas. Et vous servez des tarots dans votre vie quotidienne? Le tarot, je pense que se sert de moi parce que je suis au service du tarot. Avant, le tarot était à mon service. Maintenant, il existe dans ma vie. Même, j'ai eu un fils, à 6 mois déjà, il a commencé à identifier le tarot. Les bébés ont une rapidité pour apprendre le tarot incroyable. Ils identifient les cartes, tout. Mais vous-même, avant de faire quoi que ce soit, avant d'écrire un livre peut-être, avant de réaliser un film, est-ce que vous interrogez les tarots, si je puis dire? Oui, c'est une belle question. Avant, j'interrogeais. Mais maintenant qu'il est dans moi, dans mon inconscient, chaque action que j'ai faite, c'est décidée par ce monde qui est dans moi. Donc je n'ai pas besoin de le consulter. Je n'ai plus de doute, disons, dans mes actions. Jusqu'à maintenant, heureusement. Donc, c'est comme une prolongation du tarot, ce que je fais. Donc, les tarots vous ont appris à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre. Oui, on peut vraiment dire que le tarot se ressemble à une drogue. Mais une drogue utile, parce que ça rentre dans notre sang. Ça rentre dans notre organisme, dans notre pensée, dans nos sentiments, dans notre vie physique. Le tarot est présent. C'est difficile à croire, mais c'est comme ça. Mais est-ce que vous vous servez des tarots parfois pour connaître l'avenir? Je n'utilise pas. Je me sers pour connaître le passé d'une personne
le présent, et selon comment on vit dans le passé, on se forme, on projette un futur. Le futur existe en tant que projection de notre passé. Selon le passé qu'on a, c'est le futur qu'on s'est fait. On s'est fait des futurs. On s'est fait un échec. Pendant 3 ou 4 générations dans une famille, on s'est fait une maladie, on s'est fait un cancer. On s'est fait les choses par l'imposition du passé. En connaissant le passé, on peut savoir les dangers qui nous attendent et les possibilités futures. Jusque-là, moi, j'y arrive. Les autres personnes, bien sûr, avec le tarot, disent qu'ils peuvent voir le futur. À moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, pas parce que je le voulais, sinon par pur hasard. Par exemple, l'écrivain Frank Herbert, qui a fait le livre célèbre Dune, est venu me voir pour lire le tarot. Je parlais de sa mère morte. N'est-ce pas? Je disais que dans son futur roman, Jessica, le personnage féminin, ne serait plus là parce que sa mère était morte et ce personnage représentait sa mère. Il était pâle et je le voyais triste. Et 2 mois après, sa femme m'a appelé et m'a dit, vous n'avez pas peur de votre tarot. Pourquoi? Parce que vous avez annoncé la mort de sa mère et 2 mois après, sa mère est morte et on ne le savait pas. Alors je dis, mais moi non plus, je croyais qu'il était mort déjà. Ça m'est arrivé. Et comme ça, 2 ou 3 fois, ça m'est arrivé. Mais est-ce que vous avez peur parfois en tirant les tarots? Est-ce que vous faites peur? Une fois, toute ma maison a eu peur. Et une fois, j'ai vu, mais sans tarot, j'ai vu un homme était là, j'ai pris une carte du tarot, je lui ai dit, vous êtes en train de tuer votre fils. J'étais avec des médecins, on allait en Allemagne visiter un médecin, et il me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Parce que mon fils est malade, il avait la poitrine en forme de poids, ça veut dire, il avait de l'asthme, son fils. Alors il dit, il faut que je te tire le tarot à toi, à ta femme et à l'enfant, parce que je sens que quelque chose se passe avec ton fils. Je suis allé là, et il s'est caché, il n'a pas voulu que je lise le tarot. Je voulais faire un travail avec la famille. Alors je suis parti, j'ai dit tant pis, et 2 jours après, l'enfant est tombé mort. Après, en pleurant, ils sont venus me voir à la maison pour que je tire le tarot, si je pouvais tirer le tarot à l'enfant mort et à eux. Alors je dis, je ne fais jamais une chose pareille. Écoute, je ne suis pas voyante, je ne suis pas magicien, je ne suis pas sorcière. S'il te plaît. Alors j'ai pris un petit tarot, j'ai dit, ça c'est une carte pour l'enfant, ça c'est une carte pour la mère. Et quand je retourne la carte de l'enfant, c'était l'arcane 13, que c'est la mort. Et la mère, c'était le monde. Et la carte de l'enfant rentrait dans la carte du monde. Alors, c'était clairement, par hasard, les cartes disaient que l'enfant avait quelque chose à dire encore à la mère. Alors, on a gratté, bien sûr, on a vu que la mère du mari détestait l'enfant, etc. C'était un problème familial assez long. Alors, est-ce que vous vous servez maintenant, excusez-moi, des tarots pour écrire ou bien dans le cadre des films que vous réalisez? Est-ce que par exemple, dans votre dernier roman, il y a un rapport entre ce roman et les tarots? Oui, dans la construction, oui, mais très dissimulé. Je ne voulais pas, mais ça commence par une carte de tarot, l'as d'épée, que c'est la carte de l'intellect. Ça commence par une carte du tarot. Tout un groupe représente les maths. Les maths, c'est les fous du tarot. Les groupes. Il y a une relation, ils vont au monde. Donc, il y a une relation avec le tarot que je dissimule dans ma bande dessinée John D. Fool, que avec Moebius, c'est le tarot qui est là. John D. Fool, c'est D. Fool, les maths, les fous. Et oui, qu'il y a une relation. Mais alors, est-ce que, dans le fond, ce sont tous vos fantasmes que l'on retrouve aussi dans votre livre, Le paradis des perroquets, derrière tous les symboles qu'il peut y avoir, derrière toutes les images un peu folles, d'ailleurs, qu'il y a dans ce livre? Il y a les fantasmes des amis qu'il y a eu dans l'adolescence, mes fantasmes, les fantasmes de mes amis, et surtout à la fin, une rencontre importante que j'ai fait au Mexique, pas au Chili, mais je le transpose au Chili, d'une sorcière mexicaine qui s'appelait Pachita, avec lequel connais j'ai 3 années et j'ai assisté à ces opérations qu'il faisait avec un couteau de cuisine. Elle ouvrait le corps et on voyait des choses que j'ai jamais vues dans ma vie, bien sûr. Mais c'est un livre impossible à raconter, on ne va donc pas essayer de le raconter, mais est-ce que vous savez définir un peu ce qu'est ce livre, ce que vous avez voulu faire? Le prix que j'ai eu, le Grand Prix de l'humour noir, je trouve que c'est l'unique prix qu'il mérite, parce que c'est vraiment une vision d'humour noir, c'est comme de la poésie comique, et ce sont des fous qui rentrent au monde et qui contaminent le monde comme un virus. Alors le monde se remplit de cette folie, éclate une révolution. Ils vont mettre sa folie, ils vont placer ses rêves dans la réalité, ils vont se réaliser, ils vont arriver à une illumination à la fin. Mais est-ce qu'il y a des clés, est-ce qu'il y a une clé pour lire un livre tel que le vôtre, ou bien est-ce qu'il faut se laisser porter par les images, tout simplement? Il faut se laisser porter en pensant que c'est comme une pyramide.
Les personnages sont en désordre à la base, et à fur et à mesure qu'on avance, on arrive à un point final que c'est une sorcière qui a créé tous ces romans-là. Et on les comprend à la fin. Faut être patient et s'amuser, rigoler, se laisser prendre. C'est pas un roman initiatique parce que si on initie Bellerie, on se trouve avec bien des choses qu'on peut dire pornographiques, par exemple. Oui, il y a beaucoup d'érotisme. Beaucoup d'érotisme, mais ça existe. Je ne sais pas comment le définir au fond. C'est un roman comique. Est-ce que c'est un roman politique aussi? Très politique. Mais politique, comment je dis, d'extrême centre. Hein? À cette époque-là, il y a un président traître au Chili, Gabriel González Videla. Et ce président traître a trahi le peuple et a commencé à mettre hors de la loi les partis de gauche. Et c'est là qu'a commencé la débâcle au Chili jusqu'à aujourd'hui. Donc vous-même, vous êtes très politisé? Pas du tout. Mais je pense que la politique existe dans le monde. Moi, je suis plutôt surréaliste que politisé, mais la politique nous affecte à tous. Et moi, je vois la politique comme une gangrène, comme une maladie. Plutôt, je suis anti-politique. Alors, vous venez de dire, je suis plutôt surréaliste, et c'est vrai, lorsqu'on lit votre roman, on pense au surréaliste, forcément. Oui, je viens connu Breton à l'époque. Je ne peux pas le supporter parce qu'il était comme un pape. Alors je suis rentré en conflit. Hein? Vous avez créé aussi, avec Topor, je l'ai dit tout à l'heure, le groupe Panique et Arabal aussi, oui. Alors c'était quoi ce groupe Panique? C'était un canular. Un canular, oui. Oui, parce que ça n'a jamais existé. Il existe parce qu'il n'a pas jamais existé. Tout le monde s'est déclaré qu'il appartenait au groupe. On nous poursuit pour rentrer au groupe Panique. Il n'a jamais existé. C'est une blague. Alors, ça existe par son vide. On a décidé qu'on allait parler du Panique, mais on ne sait pas ce que c'est, même pas nous. Mais est-ce que selon vous, tout est lié au hasard dans la vie? Oui, mais le hasard, Jung, le psychanalyste, avant de mourir, il avait créé un terme qu'il appelait synchronicité. Synchronicité, c'est le hasard, mais qui n'est pas du hasard quand même. Les surréalistes avaient appelé le hasard objectif. Jung parlait avec une patiente dans un bois. La patiente lui dit qu'il avait rêvé avec un renard. Et un renard est sorti du bois et a marché 500 mètres devant eux. Alors c'était une coïncidence assez incroyable, une espèce de miracle, où la réalité se comporte comme un rêve. Nous sommes entourés de synchronicité dans notre vie, entourés, à chaque seconde. Mais dans votre livre d'ailleurs, le rêve se mêle très étroitement et toujours à la réalité. Même, oui, si, d'accord, et aussi la conception de la mort. On ne meurt pas dans mon roman. Moi, je suis convaincu qu'on a été quelque chose avant de naître et qu'on sera quelque chose après mourir. Qu'est-ce qu'on a été, qu'est-ce qu'on sera, je ne le sais pas. Mais je suis sûr qu'on a été quelque chose et qu'on sera quelque chose après. Moi, je pense que la vie, c'est un fragment de quelque chose de mystérieux, mais c'est un fragment, ce n'est pas un tout. Ça n'a pas commencé dans cet univers, ça ne finit pas dans cet univers. Alors, dans mon roman, les êtres peuvent mourir sans sortir du corps et rentrer dans le corps des autres. Est-ce que vous avez l'impression d'être en avance sur votre temps? J'ai toujours cette impression, c'est vrai. C'est incroyable que vous me dites ça, mais je me sens comme un ethnologue. En c'est quoi, pas que je me exemple? sens supérieur, hein? Mais je me sens vraiment je sens que les pays sont des enfants, les pays. Et ces enfants doivent grandir pour devenir planète. Alors je suis vraiment de plus en plus dans un univers enfantin. Des pays, des guerres, des combats, mais des combats enfantins. Même les Sikhs qui ont assassiné Indira Gandhi, par exemple, c'est un acte enfantin, de bébés. Les fanatismes religieux, ce sont des actes de bébés, d'enfants. L'homme du futur ne sera pas fanatique. Mais est-ce que vous croyez qu'on sortira bientôt de ce monde enfantin? Je ne sais pas si bientôt, mais on sortira. Les grandes voix. Pour vous poser des questions maintenant, Alexandro Jodorowsky, nous allons retrouver Isabelle Cornet, ses invités. Isabelle. Oui, Alexandro Jodorowsky, bonjour. Trois personnes pour vous poser des questions. Patrick Berthollet de la librairie Paradoxe Perdu à Genève, qui est une librairie spécialisée en policier, science-fiction et fantastique. Jean-Bernard Mottet du Journal du Courrier de Genève. Et Bernard Letu, éditeur d'art, libraire et directeur de la galerie Bernard Letu à Genève. Alexandro Jodorowsky, vous avez dit au début de l'émission que vous étiez un peu un citoyen international, mais vos parents étaient russes. Est-ce que vous n'avez pas eu envie d'aller voir là-bas comment c'était? D'où vous veniez un petit peu?
Vraiment, je n'ai pas envie d'aller maintenant, aucune envie, ça ne m'attire pas trop. Surtout qu'on m'a dit que pour aller d'une ville à une autre, on a besoin d'un passeport. Déjà, j'ai le problème d'aller d'un pays à l'autre, mais aller d'une ville à une autre. Mais quand même, l'Ukraine, elle m'attire quand même. Faut dire comme ça, mais... Vous avez beaucoup lu sur la Russie, par exemple? Mais je lis les écrivains russes, bien sûr. Andreïev surtout, on dit toujours Dostoïevski, pour moi c'était Andreïev. Surtout sa vie de Judas, où il dit que Judas c'était vraiment un martyr et un être exemplaire. Mais vous avez le sentiment d'avoir quelque chose de slave en vous? Oui, mais aussi d'Africain, des Russes, mais aussi de l'Afrique. Je pense qu'il y a un morceau de tout, même. J'ai le sentiment aussi d'être martien, d'être étoile, d'être chien, et d'être russe. Vous êtes un mutant? Quelque part aussi, un mutant. Dans le futur, nous serons tous un mutant. Dans notre future réincarnation, s'il y a, on sera des mutants. La mort, c'est déjà une mutation, alors. Jean-Bernard Mottet. Monsieur Jodorowsky, vous vous passionnez pour l'astrologie et pour le tarot, comme nous venons de le dire, et d'autre part, vous portez beaucoup d'intérêt à tout ce qui touche les religions. Alors j'aimerais savoir quels sont les rapports que vous voyez entre ces différentes formes de connaissances. Mais vous savez, les religions, j'ai fait tout un cercle, en commençant bien sûr pour l'Inde, après la Chine, après le Japon, après le Tibet, après l'Égypte, après les Grecs, jusqu'à arriver au christianisme, en passant par Mitra et tout le reste. Les religions portent une vérité. Excuse-moi, je t'ai fini. Portent une vérité, mais il faut décanter, prendre la vérité et enlever la superstition. Alors, dans les tarots, on cherche la vérité sans superstition. On dirait que le tarot c'est comme une cathédrale. Vous pensez qu'on peut intégrer l'astrologie et le tarot à la religion pour en faire un tout? Mais mon cher ami, même le christianisme, Christ est un dieu solaire, c'est le zodiaque complet avec ses 12 apôtres. L'astrologie a été toujours mêlée à la religion, ça forme une partie de la religion. On ne peut pas séparer l'astrologie de la religion, c'était la façon de penser des anciens. Ça a été écrit dans l'univers de l'astrologie, on ne peut pas dire religion et astrologie. C'est une union totale. Alors le tarot d'une façon plus mystérieuse, il est là. N'est-ce pas, même dans les évangiles, on trouve les 4 animaux de la carte du monde, les taureaux, l'aigle, l'ange, n'est-ce pas, et les lions, qui sont les 4 évangélistes. Les évangiles sont construits comme un tarot. Le tarot a 78 arcanes. Et l'arbre généalogique de Christ avec Dieu, ça fait 78 personnes. Exactement comme les tarots. Mais est-ce que vous-même vous êtes croyant au sens traditionnel du mot? Est-ce que vous croyez en Dieu? Je serai croyant à toutes les religions, dans un seul bloc, en enlevant la superstition et surtout en enlevant toutes sortes de prêtres. Je pense que la religion est tuée par les intermédiaires. Nous avons passé le règne du Père dans l'Ancien Testament, après nous avons passé le règne du Fils, et maintenant nous avons vers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est notre illumination collective. Et le pape? C'est la carte numéro 5 du tarot. Ce qui veut dire que le pape dans le tarot a une papesse, que c'est la carte numéro 2. Je ne croirai jamais plus au pape s'il n'y a pas une papesse. C'est bien. Bernard Letu. Je voudrais, monsieur Jodorowsky, vous poser une question peut-être plus artistique. Je m'adresse là surtout au cinéaste qui a réalisé l'un des plus beaux films fantastiques que j'ai jamais vu, c'est-à-dire La Montagne Sacrée. Sur un plan plus général, mais pour rester dans l'art, quelle serait votre définition, mais bien sûr synthétique, du fantastique? Fantastique, disons que serait un portrait du réel, mais d'un réel possible. On rentre au fantastique, on passe le réel quotidien, et on rentre dans le réel possible. Le fantastique, c'est une forme de réalité pour moi.
Mais sur les illustrations du fantastique, moi-même qui suis un petit peu un pont, j'aime beaucoup le fantastique. J'ai une clientèle qui s'intéresse au fantastique et une clientèle beaucoup plus nombreuse qui le redoute. Et j'ai beaucoup de mal à faire entendre à de nombreuses personnes que le fantastique n'est pas nécessairement la mort, le crime, le squelette. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais connaître votre avis. Mais le fantastique, c'est le langage de l'inconscient. L'inconscient, on peut avoir... mais la conscience, on pourrait parler du réel, la conscience. Mais nous avons un subconscient, que c'est tous les monstres que vous venez de décrire, et nous avons un supraconscient. On aurait les mondes angéliques, on aurait les univers parallèles, on aurait des autres formes de vie, des autres formes de conscience. Les fantastiques touchent aussi le supraconscient, pas seulement l'obscurité, ils touchent l'univers nouveau de la lumière. Et le merveilleux. Et le merveilleux. Oui. Merci beaucoup. Patrick Berthollet. Oui, alors moi, c'est surtout le cinéaste aussi qui m'intéresse. Et en dépassant l'anecdote, je trouve que le fait que le vaste projet de Dune a été abandonné est tout aussi significatif et passionnant que s'il avait réalisé le film. Alors tout d'abord, j'aurais voulu demander s'il avait vu le Dune de David Lynch. Non, mais je viens d'insulter Frank Herbert dans le dernier numéro de l'écran fantastique. Ah, d'accord. Alors je lui dis que c'est un ingrat et je l'explique là que à l'époque où je suis allé aux États-Unis, personne ne voulait faire Dune, parce qu'on disait que c'était impossible de le faire au cinéma. Moi, j'ai démontré avec mon script et tout mon travail d'une année, on a investi presque 2 millions de dollars, que c'était possible. Après, les Américains n'ont pas voulu faire la version française, parce qu'ils n'ont pas voulu donner la distribution internationale. C'était papa américain. Mais vous pensez pas que quelqu'un comme David Lynch, qui avait réalisé Eraserhead, était un peu de votre famille quand même? Oui, oui, oui. Pas mauvais. Oui. Mais David Lynch n'a pu pas le faire non plus, parce que sa version n'était pas celle que l'épicier Dino De Laurentiis voulait. Oui. Dino De Laurentiis est un épicier, un mauvais épicier redoutable, parce qu'il s'attaque à toutes les mythes du cinéma, il les abat un derrière l'autre. Et maintenant, il va abattre Dune, malgré que le directeur est merveilleux. Il a fait Elephant Man, n'est-ce pas? Oui, et puis... Alors, c'est juste ce qu'il faut, lui. Là, je deviens vert de jalousie parce qu'il risque de le faire très bien. Mais avec cet épicier de Dino De Laurentiis sur son dos, peut-être il risque aussi de rater. D'accord. Jean-Bernard Mottet. Oui, monsieur Jodorowsky, vous avez dit quelque part, en parlant du cinéma toujours, que pour toucher à la réalité, il fallait faire de l'artificialité. Alors, est-ce que vous pourriez vous expliquer sur ce que vous entendez par là? Mais l'art est toujours artificiel, mon ami. J'écris un roman, on essaie de faire du roman réaliste. C'est artificiel parce que ce sont des mots écrits. Le cinéma, même s'il est hyper réaliste, il est artificiel parce que c'est un moyen artificiel de représenter la vie. La vie ne peut pas être représentée. Alors, chaque fois qu'on représente la vie, on fait du artificiel. Alors, carrément, il faut faire carrément d'artificiel. Dans un roman, les personnages doivent mourir. Et c'est un roman écrit. Pourquoi ils ne vont pas réincarner? Pourquoi ne pas accepter des univers différents? C'est ça que je dis. Bernard Letu. Je reviens, monsieur Jodorowsky, sur un passage de votre interview de tout à l'heure, qui est peut-être un des passages les plus douloureux, surtout sur le moment. Vous avez parlé des Sikhs, et vous avez parlé du terrorisme en général, et vous avez parlé d'actes enfantins, d'actes de bébés. Le terrorisme, acte enfantin, est-ce que on pourrait peut-être en reparler en pensant, enfin, si l'on veut voir ça comme acte enfantin, ou s'il ne faut pas plutôt le voir comme un monde de maturité mal digéré ou de mysticisme mal compris? Bien. Je parlais là avec mon côté mutant martien. Si un martien nous voyait, les terroristes seraient enfantins et les policiers seraient enfantins. Les partis de droite seraient enfantins, d'extrême droite, de droite, de centre, et les partis de gauche seraient enfantins. Je parlais d'un navire spatial, de loin. Donc j'ai traité d'enfantin à tout le monde. Je dis que notre monde vit des problèmes d'enfance, des problèmes comme l'enfance, des problèmes critiques. Après, on va grandir. Et ces histoires vont passer. Et on va arriver enfin à un univers uni, à une unité. Pour moi, ce n'est pas une utopie. C'est le développement de l'être humain
il est inscrit dans ses cellules. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela? Qu'est-ce qui me fait dire cela? Peut-être mon inconscient, mon supraconscient, peut-être. Mon chinois. Je pense que parfois c'est moi qui parle, parfois il y a une entité qui parle à travers moi. Est-ce que vous pensez qu'il existe des mondes habités ailleurs, ou que la Terre est le seul monde habité? Écoute, j'étais avec Dali dans une fête. Alors Dali me dit, Salvador Dali m'a dit, écoute, Jodo, m'a dit, il y a des millions et des millions et des millions de planètes dans le monde. C'est complètement logique qu'il y ait des autres êtres dans l'univers. Et parce que c'est complètement logique, il n'y a pas des autres êtres parce que l'univers n'est pas logique. Ça, c'était la réponse de Dali. Et vous êtes d'accord avec lui? Ma réponse à moi, c'est que bien sûr qu'il y a. Vous en avez eu des preuves? Jamais j'ai eu de preuves, sauf mon existence. Je suis martien. Patrick Berthollet? Oui, je voulais demander au point de vue artistique, on a parlé de synchronisme tout à l'heure. Est-ce que le hasard surréaliste n'apparaît pas justement quand il n'est pas délibéré? Je pensais au cinéma, par exemple les vieux films de l'Universal, les vieux films d'épouvante et d'horreur sont surréalistes, mais ce n'est pas voulu par le réalisateur. Et il me semble que dès qu'il y a une démarche, que ça soit écrite et qu'on veut faire du surréalisme, le surréalisme était à ce moment-là plus synchronique, c'est-à-dire que le hasard n'existe plus. Comment vous situez-vous par rapport à ça? Complètement d'accord. Le surréalisme, quand on a quitté Breton avec Arrabal, Topor et nous, c'est parce qu'on avait marre. Le surréalisme avait devenu une académie. Voilà. Alors on écrivait surréaliste, on était peintre surréaliste, et ça devenait de plus en plus faible. Dès qu'on se dit surréaliste, on n'est plus surréaliste, comme tu dis. Parce que dès qu'on se dit qu'on rêve plus. Paradoxe. Tu veux que je le répète? Dès qu'on dit qu'on rêve plus. Si mon accent n'a pas permis de comprendre ça. Tu vois, mon accent est surréaliste, tu vois. Vous faites exprès de garder cet accent un peu accentué? Mon cœur le fait exprès, au fond, parce que dans le cœur, j'ai honte quand je parle français, tu comprends ça, mais c'est pas moi. Est-ce que ça vous a fait plaisir de recevoir le prix de l'humour noir? Ah, c'était un grand plaisir. Je dis qu'un écrivain honnête ne reçoit jamais de prix, ne les accepte pas. Mais ce prix, je pouvais l'accepter parce que c'était l'unique prix que je pouvais recevoir sans perdre mon indignité. Une autre question. Oui, Patrick Berthollet. Oui, ce qui est passionnant aussi, c'est que tu passes d'un domaine à l'autre, tu as vraiment tout fait. Est-ce que tu dessines encore, par exemple? Je dessinais pendant des années, mais naïf. Ouais. Une fable dans les journaux de Chili, de Mexique, qui s'appelle El Heraldo, une fois par semaine. C'était une fable que je faisais. Tout le monde lisait ça et moi je dessinais quand même. Je dessinais. Mais dès que j'ai commencé à collaborer avec cette génie, parce que je trouve vraiment que c'est un génie, vraiment. Je sais ce que je dis, Moebius. Oui. Et là, j'étais tellement complexé que quand je prends une plume, ma main tremble, je ne peux plus le faire. Écoute, je vis un génie à l'œuvre là. Oh, ben, il y a quand même eu beaucoup c'est un homme qui dessine, il part d'un coin de la page et avec une vitesse que je ne peux pas décrire, comme une machine, je ne sais pas quoi, fait un dessin incompréhensible et compliqué. C'est Moebius. Et j'ai l'honneur de collaborer avec lui dans l'Ancal Noir, la série de Sancal, et là je ne peux pas dire que je dessine. Là je suis un enfant. Là. Quelqu'un comme Arnaud, avec cette magnifique histoire de l'enfant tronc, ça se passe comment? Avec Arnaud, quand j'ai collaboré avec ce génie, tout d'un coup mon ego, parce que j'ai encore un ego, a dit, on va dire que c'est Moebius qui fait tout, parce que pour son génie de dessinateur, je vais prendre un inconnu, un garçon de 20 ans, et arriver à faire une bande dessinée complexe et belle aussi pour démontrer que quand même, j'ai fait partie du succès. Tu vois. Est-ce que c'est de nouveau du hasard, ou bien c'est une rencontre comme ça, par exemple avec Arnaud ou avec l'italien dont j'ai oublié le nom? Non, c'est du hasard, je vais te dire pourquoi, parce que Dionnet, qui c'est le directeur du Humanoïde Associé, me dit, il y a un jeune garçon qui peut travailler avec toi. Moi, j'ai dit, je vais faire Heroic Fantasy, va voir ce dessin, et c'était des dessins d'Heroic Fantasy que je voulais. Mais ça, ce n'est pas l'hasard. L'hasard, c'est que son père a été ambassadeur au Chili, et il parle parfaitement le chilien avec moi. Et il est français. Tu vois, alors ça, c'était un hasard quand même. Hein? Très bien. Et je raconte son histoire dans Arnaud. Arnaud, dans le personnage à Leftao, c'est lui. Et Ogul, le maître, le vieux, c'est moi. Jean-Bernard Mottet. Oui, pensez-vous qu'on puisse faire du surréalisme en politique, monsieur Jodorowsky? Moi, je pense que la politique, c'est un sale surréalisme. Dans quel sens?
dans le sens que je suis complètement antipolitique, mais c'est surréaliste. C'est la perversion de la politique, c'est quelque chose d'effrayant. C'est du surréalisme terrifiant pour moi. Je suis terrifié. Bernard Letu. Monsieur Jodorowsky, dans la liste des écrivains que vous avez dévorés, comme vous dites dans votre biographie, figure le nom de Thomas Mann. Thomas Mann, qui est un écrivain qui se trouve certainement aux antipodes de ce que vous êtes. J'aimerais savoir ce que vous pensez encore maintenant de Thomas Mann, de son structuralisme, qui pas au sens philosophique, mais enfin de son sens de l'intégration à la structure humaine. Bref, quel est un petit peu l'héritage que vous retrouvez, enfin que vous continuez à trouver valable chez Thomas Mann? Quand on était jeune adolescent artiste au Chili, parce qu'on était tous les poètes qui sont célèbres au Chili, à cette époque on était ensemble, tu vois, latino-américains, là, dans cette rumba latino-américaine. Thomas Mann arrivait comme la panacée allemande, tu comprends, avec son structure, son sérieux, sa manque d'humour total. Et quand la mort avait en Venise, c'est arrivé avec cet homme qui vieillit, qui se pend, qui devient amoureux d'un adolescent, et ça nous a changé la vie quand même, Thomas Mann, et avec toutes ces initiations. Pour nous, c'était la forme qu'on n'avait pas, l'héritage de Thomas Mann en l'Amérique latine. Oui, mais très important. Oui, bien sûr, mais le Thomas Mann de Mort à Venise est un Thomas Mann évidemment, mais je pensais surtout à celui de La Montagne Magique. Et d'ailleurs, je voudrais vous demander si dans le titre The Holy Mountain, il y a une référence directe ou indirecte à Thomas Mann pour La Montagne Magique, précisément. Inconsciemment, oui, et je l'accepte, pourquoi pas. Surtout qu'on avait un ami poète, non, qui était amoureux de sa sœur, et sa sœur est morte de tuberculose. Alors nous, la mort par cette maladie pulmonaire, on l'a vécu à fond. Alors cette roman de Thomas Mann est arrivé à nous donner un style de vie. Alors ça nous a marqué. Voilà. Merci. Merci Alexandre Jodorowsky. Les grandes voix. Vous avez choisi de nous lire maintenant, Alexandre Jodorowsky, deux lettres qui sont, il faut bien le dire, un peu folles. Alors pourquoi ces lettres? Parce que ce sont les lettres, il y a une que j'ai conservée et l'autre qu'on me l'a passée dans une leçon hier, qui est donnée sur le tarot. Alors, au fond, je ne donne pas de l'importance aux lettres, mais elles sont tombées sous ma main, vraiment. Alors, je vous laisse lire la première de ces lettres. Alors, la première, pour la comprendre, il faut savoir que c'est une baffe, un coup que j'ai reçu parce que c'était une femme qui, en 1964, m'avait bien attiré. Alors, je lui ai envoyé une lettre comme ça, un peu séductrice. Vous vouliez la séduire? Séduire, je voulais la séduire, mais elle m'a jeté un seau d'eau froide qui m'a bien servi. Mais d'une façon philosophique. Alors, elle m'a dit, cher Jodo, dans la communication objective, on essaye de ne pas parler de soi comme l'événement le plus important du moment. J'essaye de t'expliquer mieux. Tu vas me traiter de bien ou non? On ne se communique pas de maître à élève, ni de confesseur à confident, ni d'ami à ami. Dans ce genre de lettres, le monde a de l'importance seulement quand le jeu est là. Ça m'arrive, j'ai tel ou tel sentiment, j'expérimente ça, donc le mot est comme ça me fait rire, ça me rend triste. Tout ça est subjectif, donc inutile jusqu'à un certain degré. On se communique de vide à vide. Ce qui veut dire d'être essentiel à être essentiel. Quand le monde commence à exister pour toi sans le jeu, voilà un développement spirituel précieux. On se communique pour nettoyer les manifestations enfantines du jeu. Dans ce niveau de conscience, l'unique sentiment possible, c'est le bonheur, mais gratuit. Pas le bonheur de posséder, mais le bonheur de vivre. Pas en étant un jeu qui vit, mais en devenant la vie même. On arrête alors de se définir, de se juger, de s'imiter. On arrête l'espoir. Si tout n'est pas là, il n'est nulle part, donc tout est là. Alors c'est une lettre un peu difficile quand même. Mais oui, elle était complètement philosophe, vous comprenez, j'ai un saut là,
dans mes mouvements contraires à ma volonté physique, c'était vraiment... Mais j'ai bien appris quand même. Mais vous êtes d'accord avec ce que dit donc votre correspondante lorsqu'elle dit notamment on se communique de vide à vide, oui. Ce qui veut dire d'être essentiel à être essentiel. Oui. Sans définition d'homme, sans définition de femme, elle voulait qu'on se traite d'être à être, en laissant tomber toutes sortes de définitions. Il y a quelque part dans nous, on n'a pas un nom, on n'a pas un âge, on n'a pas un sexe, on n'a pas une nationalité. On se communique d'être vital à être vital sans définition, ça existe quand même. Oui, mais dans la vie de tous les jours, on a un sexe, on a une nationalité. Oui. Mais le sexe doit exister seulement dans un moment donné, pas tout le temps. Quand il doit exister, il existe, mais à part ça, on peut être une entité au lieu d'être un personnage défini. Alors c'est ça qu'il voulait. Mais lorsque vous, par exemple, vous écrivez un livre ou lorsque vous réalisez un film, est-ce que c'est une manière justement de communiquer d'être à être? Voilà, c'est ça. Je oublie complètement mes définitions et je les fais avec mon vide. Je suis le disciple des lèvres. Mais comment travaillez-vous pour parvenir à cela? Est-ce très difficile? Est-ce que vous vous dédoublez en quelque sorte? Je pense que je suis une espèce de médium, c'est comme un acte de médiumnité. On reçoit un état qui n'est pas le nôtre quotidien, mais que quand même c'est nous. Alors avec cet état, on peut agir, on peut faire des choses qu'on ne ferait jamais dans un état normal. C'est un autre niveau de conscience qui arrive, et on n'est pas normal, et on est hyper conscient quand même. Mais on peut n'être pas normal, pour reprendre votre expression, pendant très longtemps, car pour écrire un roman, il faut du temps, il faut plusieurs mois. Plusieurs mois. Et même quand je faisais des films, je n'étais pas normal pendant 6 mois, mais la nature n'était pas normale. J'ai filmé la montagne sacrée au Mexique dans la saison des pluies. Tout le monde me disait que j'étais fou, parce qu'il pleuvait, et il n'y avait pas de soleil, alors je partais le matin, la pluie était énorme à 6 heures du matin, à 8 heures on arrivait au lieu, la pluie s'arrêtait. On disait wrap it up, on coupe à 4-5 heures de l'après-midi, et la pluie tombait. Mais pendant 6 mois, la pluie s'est arrêtée du moment que j'ai commencé à tourner jusqu'au moment que j'ai coupé. Donc même la nature n'était pas normale. Alors, est-ce qu'on peut dire Jodorowsky est fou? Mais bien sûr, il est fou et normal en même temps comme vous. Exactement pareil. Alors, il y a une seconde lettre que vous avez choisie, Alexandro Jodorowsky. C'est une lettre courte. Je la lis très rapidement. Sous le coup d'une douleur épouvantable, pensant être malade, je me décidai à aller chez un thérapeute dont on m'avait donné l'adresse. Au numéro indiqué, ne voyant pas le nom de la personne, j'errais dans le vestibule, lorsque la concierge sortit de sa loge et me demanda qui je cherchais. « Monsieur Untel, dis-je, c'est un psychothérapeute. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» me répond cette dame. « C'est pour les pieds ou pour la tête ?»« Allons, me dis-je, calme-toi, tu es une bourgeoise. Ce sont des angoisses dues à ton grand âge, c'est tout, rentre chez toi. » Et il y a une signature, un pied. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de lettre? Car vous l'avez vraiment reçu. Oui. Et vous voyez la lettre. Quand je donne des leçons chaque mercredi à l'école des mines à Paris, à 20h30, je donne des leçons ouvertes, gratis, de tarot. Je parle d'une carte. Alors, il y a 300 personnes. Il viennent toutes sortes de personnes, des médecins, des architectes et des fous aussi. Et c'est une jeune fille, c'est pas dit à mon grand âge, elle dit. Mais c'était une très jeune fille, 20 ans, quelque chose comme ça. Habillée, ne dit pas mal, mais un peu sans attention, folle. Et me passe ça, en plein état de folie, mais souriante. Alors, j'aimais cette lettre parce qu'elle avait une attaque d'angoisse, est allée chercher le thérapeute, et la concierge me demande, c'est pour la tête ou pour les pieds? Alors, elle réagit, je suis une bourgeoise, au fond, on donne pas trop d'importance à cette sorte de truc. Alors, c'est dit à mon grand âge, et c'est tout. Alors, je rentre chez moi et je viens te voir, je suppose, bien sûr, la leçon, je continue à vivre. Mais vous recevez souvent des lettres comme ça? Oui, tout le temps. La parole d'honneur, tout le temps. J'ai le sentiment que vous ne pouvez laisser personne indifférent, Alexandro Jodorowsky. Il faut dire que vous êtes un personnage, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à ce propos, on écoute Jean-Charles Simon. Cher monsieur Jodorowsky, dans la série des personnalités éminentes que monsieur Jacques Beaufort a la chance de recevoir dans le cadre de cette magnifique émission, je dois dire, vous occupez sans doute une place à part. Parce que vous êtes un des rares
qui arrivent à faire rêver les autres rien qu'en leur donnant à lire leur curriculum vitae. Et ça, c'est un exploit à rendre fous de jalousie les malheureux écrivains de fiction rivés dans leur triste bureau. Alors évidemment, quand on a une vie comme ça, comme la vôtre, c'est facile de se lancer dans le délire et les fantasmes. Et d'ailleurs, vous ne vous en privez pas. Et alors c'est merveilleux parce que plus c'est fou, plus c'est incompréhensible, plus c'est du Jodorowsky. On ne se pose plus la question de savoir si c'est bien ou si c'est mauvais, non, on est une fois pour toutes jodorowskien ou anti-jodorowskien, point final. Et quand on est jodorowskien, eh bien, ça peut prendre des proportions tragiques. Moi, personnellement, je connais une jeune femme de bonne famille, enfin, qui était de bonne famille avant de devenir une de vos fans, et qu'on a dû transporter d'urgence à l'hôpital pour un double décollement de la rétine à la suite d'un 3e visionnement successif de votre montagne sacrée. Et il paraît que cet accident n'est pas le seul, et qu'on ne compte plus les névralgies du trijumeau suite à la lecture du Paradis des perroquets, à tel point que les autorités se demandent si elles ne vont pas autoriser les ventes qu'après un examen médical individuel. Mais tout ça, ce sont des détails, et il y a belle lurette qu'on sait que les œuvres fortes ne sont pas innocentes. Moi, je serais, je l'avoue, plutôt jodorowskien, mais à dose modérée pour éviter les symptômes de sevrage, mais à une exception également. Je dois vous l'avouer, je n'aime pas lire les bandes dessinées. Bon, je sais, je suis un imbécile, et les livres de Möbius, c'est autre chose que Johann et Pierre-Louis. Mais quand même, monsieur Jodorowsky, franchement, n'avez-vous pas l'impression qu'un scénario de BD, aussi bien fichu soit-il, c'est toujours trop réducteur? Qu'en pensez-vous, Alexandro Jodorowsky? Ça voudrait dire, lui, pour réducteur, tu vois. Je me demande. Non, au contraire, je pense que la poésie du futur, les romans du futur, les Proust du futur, on va les trouver dans la bande dessinée. La bande dessinée, on l'ignore, parce qu'on ne se donne pas le travail de la lire. Mais il y a des créateurs excelses, comme Silence de Comès, La foire aux mortels de Villal, Hugo Pratt, Corto Maltese, le premier Corto Maltese, Le garage hermétique de Moebius. Il y a maintenant vraiment des classiques, et c'est vraiment complexe. Je vous défie à comprendre ces bandes dessinées, parce que je viens d'avoir une thèse universitaire sur John Diffoul que j'ai fait avec Moebius, et cette thèse universitaire, je la lis, et c'était assez extraordinaire et effarant pour moi, parce que parfois je ne comprenais pas les interprétations. C'était tellement doctoral, Alors, John Diffoul est étudié à l'université. Alors, il faut pas mépriser la bande dessinée, c'est un art. Toujours je me suis méfié de personnes, même humoristes comme vous, parce que vous êtes très comique. Moi, je me demande avec la voix que vous avez, comment ce sera votre corps. Je vous imagine avec des jambes très minces, un beau ventre blanc, des poitrines incipientes entre mâle et femelle, et un crâne qui brille, etc. Bien, mais quand même si c'est comique, on ne peut pas nier la bande dessinée, il faut la connaître, parce que c'est un monde incroyable. Je me méfie beaucoup, comme je disais, des personnes qui nient un art, qui te disent le cinéma, c'est pas un art, la photo, c'est pas un art. Je me trouve avec Breton. Quand j'allais avec Breton n'aimait pas le rock, ce n'était pas un art, n'aimait pas les polars, ce n'était pas un art, n'aimait pas la science-fiction, c'était pas l'art, il disait qu'il est merveilleux, etc. Alors, on se met des limites, je le regrette pour vous quand même. Est-ce que vous avez parfois le sentiment d'être un génie, Alexandro Jodorowsky? Est-ce que je ne sais pas ce que c'est un génie? L'autre jour, j'ai vu une émission de peintres naïfs. Alors, il y avait un peintre qui avait copié la chapelle Sixtine. Et on lui disait, mais vous comparez à Michelangelo. Alors, il dit, mais oui, mais je suis mieux. Il a dit, mais pourquoi? Parce que ma peinture est plus neuve. L'autre est vieille, elle est en train de tomber. Et chacun de ces peintres naïfs, vraiment n'avait aucune honte d'avouer qu'il était génial. Aucune honte. Après, je me suis trouvé avec un être hyper développé, hyper spécial comme Dali, qui n'avait aucune honte de sentir son génie. Quand on fait de l'art, tout artiste se sent génial. Avec douleur, avec complexe. Mais il n'y a pas un seul artiste, un seul petit peintre, un seul petit poète qui ne se sent pas génial. Et moi aussi, je me sens génial dans ce sens-là. Parce que si on ne se sentait pas génial, on ne ferait pas de l'art.
On aime ce qu'on fait, sinon on ne le ferait pas. Mais vous avez l'impression d'être guidé par une force supérieure. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez une sorte de médium. Je me sens, je vais vous donner le secret, je me sens guidé par vous. C'était Les Grandes Voix, un podcast des archives de la RTS, préparé et réalisé par Joël Albrecht-Gleisen et Jean-Philippe Svallon, avec dans cette édition Alexandro Jodorowsky.